Londres, époque victorienne. Voilà une ville qui avait de la gueule, même si c'était à moitié celle d'un ivrogne patenté, vautré dans une ruelle sombre du côté des bas-fonds. Cette cité, bouleversée par une effervescence industrielle, baignait également dans une ambiance toute particulière. Un esprit de modernité, auréolé de mystères occultes, plongé dans un vacarme étourdissant provenant des nombreuses constructions urbaines. Rendez-vous compte que c'est à ce moment que la ville s'est parée de ses plus beaux monuments. Le Royal Albert Hall, la tour de Big Ben, le Tower Bridge. J'avais moi-même transformé mon habitation en un petit château dans le pur style néo-renaissance. So gorgeous. Et c'est avec une impatience que je vous autorise à qualifier de presque malsaine que je piaffais à l'idée de rencontrer les sœurs Brontë, Charles Dickens ou encore Lewis Carroll. C'était tout de même plus enthousiasmant que de récupérer, même sur une île paradisiaque, un individu mort de ne pas avoir été assez prudent avant de s'accroupir pour répondre à un besoin physiologique, tandis que, juste sous lui, un serpent profitait de l'ombre pour digérer son repas. Petit conseil en passant à tous les parents inquiets qui invitent sans relâche leurs enfants à regarder devant eux. Apprenez-leur aussi à regarder derrière, dessus, dessous et même sur les côtés, car on ne sait jamais d'où viendra le danger. Vous comprendrez aussi qu'une discussion avec Charles Darwin était plus stimulante qu'avec un marchand de café pour qui la seule évolution intéressante était celle du cours de ses précieux grains. Surtout que le célèbre naturaliste s'est montré grandement intéressé par mon cas, cela va presque sans dire. Tout d'abord, il a cherché à me classer parmi les espèces qu'il avait déjà répertoriées. Mais il a bien été contraint de renoncer. Il faut dire qu'il y avait comme un os dès le départ, pour ne pas dire tout un squelette, puisque je n'entrais dans aucune catégorie d'êtres vivants par la force des choses. Il fut aussi dépité d'apprendre que je n'avais pas d'ancêtre et que je n'étais donc le fruit d'aucune hérédité. Toutes les théories sont confrontées à leurs limites, tôt ou tard. Après une longue réflexion, le vieillard, qui portait une barbe fournie comme celle de tous les hommes savants, m'a désigné comme une « chose gênante ». À mon tour, je l'ai catalogué dans le genre des « génies malpolis », avant qu'ils disparaissent en bougonnant. Les londoniens de la rue n'avaient rien à envier à leurs compatriotes scientifiques, artistes ou romanciers. Arracheurs de dents, égoutiers, camelots en tout genre participaient de la vie urbaine, et j'étais friande d'écouter leur aventure ou mes aventures, eux qui vivaient dans la pauvreté et la noirceur de la ville, loin des salons romantiques et fastueux. Car, évidemment, tout le monde n'avait pas le loisir d'habiter le quartier de Westminster. L'est de Londres ressemblait plutôt à une jungle où les populations respectables hésitaient à se rendre. À tel point qu'un Britannique de cette époque qui traverserait de nos jours la banlieue de Caracas trouverait presque cela reposant et accepterait d'y conduire sa famille afin d'organiser un pique-nique. Et puis au moins, au Venezuela, il profiterait du soleil, ce qui l'aurait changé de la grisaille à laquelle il s'était habitué. J'ai entendu dire, ici et là, que la mort rôdait la nuit dans le smog, cette épaisse brume qui imprègne les rues de la capitale anglaise et qu'elle pouvait frapper à n'importe quel moment. Cela relève bien sûr de la fabulation la plus cavalière, autant que de la figure de style, car je n'ai jamais rôdé, ni là ni ailleurs. Flâné tout au plus, certains soirs d'Halloween, mais avec toute la discrétion dont je suis capable. Et surtout, je n'ai jamais frappé quiconque à quelque moment que ce soit. Du moins, pas dans le monde des vivants. De toute façon, il y avait bien suffisamment de criminels en liberté sans que je m'en mêle. Londres n'avait pas besoin de moi pour enrichir sa collection de psychopathes en goguette. Elle pouvait même se targuer d'avoir son tueur en série officiel, estampillé patrimoine national du crime, et répondant au nom évocateur à glacer le sang de Jack l'Éventreur. Virginie, sors pas ce soir, y a du sang sur le trottoir, des fantômes dans le brouillard, et les flics qui sont trouillards demeurent au chaud dans leur cage. Je m'en fous, j'ai rendez-vous avec Sir Jack l'Éventreur. Mais derrière le nom mythique se cache une réalité nettement moins impressionnante. En fait de série, c'est plutôt une suite de crimes sur 5 prostituées.
ce qui est fort peu au regard des centaines de filles des rues qui arpentaient le seul quartier de Whitechapel où il opérait. En plus, ces crimes ne se sont déroulés que sur une période de 2 mois. Alors, soit il manquait d'endurance, soit il s'est trouvé une autre passion, genre le crochet ou la philatélie. Ou alors il était carrément feignant. À vrai dire, sa renommée funeste tient davantage au fait que son identité n'a jamais été révélée, malgré toutes les hypothèses émises depuis. Médecin, boucher ou barbier, simple homme de la rue, avocat ou proche de la famille royale. Et puis, bien sûr, il y a cette théorie improbable mais savoureuse, celle du gorille échappé d'un zoo, directement piqué à l'imagination d'Edgar Allan Poe dans Double assassinat dans la rue Morgue, une nouvelle publiée quelques décennies plus tôt. C'est dire à quel point on était désespéré pour expliquer les meurtres. Les enquêteurs ont épluché des centaines de pistes, interrogé tout ce que Londres comptait de suspects plus ou moins patibulaires, et n'ont jamais mis la main sur le véritable coupable. Évidemment, quelqu'un qui connaîtrait tous les secrets des mourants n'aurait aucune difficulté à apprendre cette vérité. Mais n'attendez pas que je vous le dise, un mystère de cet acabit, ça ne se révèle pas. Bon allez, pour ne pas paraître trop rosse, je vais tout de même vous donner un indice important. Il ne s'appelait pas Jack. Si la mort était le lot quotidien des Londoniens, au même titre que la fumée des usines ou le 5 o'clock tea, les gens ne la côtoyaient pas tous de la même manière. Dans les entrailles suintantes de l'East End, on pouvait la croiser au détour d'un regard, d'une toux creuse ou d'un escalier vermoulu. Dans les rues malfamées, lorsque l'obscurité rejoignait la noirceur des bâtiments et la crasse des pavés, des hommes riches s'aventuraient parfois, se laissant guider par des enfants porteurs de lumière. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Mais la lanterne accrochée au bout du bâton tenu par ces enfants, qui diffusait son halo blême, ne les conduisait pas toujours là où ils le souhaitaient. Quelquefois, c'était un guet-apens qui se dévoilait finalement, finissant plus ou moins bien. C'était tout autant une ambiance qu'un piège humide, où l'on pouvait glisser sur une flaque de sang ou trébucher sur un enfant oublié par l'histoire. Les ruelles étaient dignes de Dickens, mais même les fantômes de Noël se tenaient à distance. Dans ce Londres-là, chaque souffle était un privilège, chaque nuit une loterie, et chaque réveil un véritable miracle. Et tandis que la vaine populace s'accrochait à la vie pour éviter de la perdre, dans les demeures bourgeoises, on accordait à la mort une place de choix, par exemple sur des fauteuils, des canapés ou des lits. La grande mode à cette époque, c'était de se faire tirer le portrait avec un membre de la famille fraîchement trépassé. Une sorte de shooting photo post-mortem. Comme avec des mannequins, mais en beaucoup moins sexy. Et beaucoup moins vivant aussi. Pour cela, les défunts, qui étaient souvent des enfants, étaient habillés comme un sous-neuf, ou bien on leur collait des habits de cérémonie ou de petits marins. Ensuite, on les mettait en scène afin de rendre les clichés plus réalistes. Le secret d'une photo réussie résidait dans une lumière douce afin d'atténuer l'aspect morbide, et toute une série de techniques et d'appareillages pour maintenir assis des corps devenus rigides et inertes, ou des têtes qui refusaient catégoriquement de rester dignes. Pour les yeux, il y avait l'option grands ouverts ou l'alternative fermée par des crochets et redessinée par-dessus les paupières pour donner l'illusion d'une vie. À l'étage d'une maison cossue, on pouvait assister à ce genre de petit échange par exemple. Le père. Elizabeth, dépêchez-vous de venir pour poser à côté de votre frère. La gamine. Mais Daddy, il a rejoint les anges hier matin, n'est-il pas? Le père. Justement, darling, il ne faut pas trop tarder, sinon il va commencer à exhaler une désagréable odeur. Allez vite rejoindre Brian, le photographe. La gamine. Daddy, where is Brian? Le père. Brian is in the kitchen. Dépêchez-vous un peu. La gamine. Daddy, il me regarde avec un drôle d'air avec ses yeux vicieux. Il me fait très peur. Le père.
Tu ne crains rien, darling. Tu sais bien qu'il est mort. La gamine. Mais Daddy, je parlais du photographe. Le père. Oh, shocking. Si le photographe professionnel n'était pas chassé, il ne lui restait plus alors qu'à prendre le cliché du précieux souvenir. Au terme malgré tout d'une bonne vingtaine de minutes de pause. Et oui, les selfies rapides et mal cadrés, ça n'a pas toujours été la norme. Je me doute que votre curiosité va vous pousser à aller voir sur internet à quoi ressemblaient ces clichés, avec le même appétit malsain qui vous pousse à ralentir en passant aux abords d'un accident. Je parie qu'ils vous feront, à minima, un drôle d'effet, mais sûrement plutôt froid dans le dos. Pourtant, qui sait si, dans un siècle, vos photos actuelles, retouchées avec des filtres toujours plus improbables, ne paraîtront pas aussi étranges et écœurants à vos descendants. Tant que vous y êtes, pour assouvir votre curiosité, vous pouvez aller jeter un œil sur la première mort filmée en direct. C'était en 1912. Franz Reichelt avait convoqué la presse pour son saut du premier étage de la Tour Eiffel, dans le but de tester un costume parachute inspiré de la physionomie des chauves-souris. Judicieux mais totalement inefficace, puisqu'il ne l'a pas ralenti une seconde. N'est pas Batman qui veut. À mon arrivée, Reichelt levait les yeux en direction de la Dame de Fer en se disant « Waouh, quelle descente !» Puis, en m'apercevant, il s'est exclamé « Oh, je crois que je suis mal tombé. » Mal tombés aussi, les enfants étranglés par la nourrice Amelia Dyer, les personnes empoisonnées par Mary-Ann Cotton et les clients du barbier Sweeney Todd. De tomber à tombe, il n'y a qu'un pas, un faux pas. Parmi tous les Britanniques que j'ai croisés, l'un de ceux qui m'ont le plus marqué est très certainement un homme à l'esprit brillant et analytique, à la logique implacable, au sens aiguisé de l'observation, à la mémoire remarquable et à la curiosité insatiable. Vous l'avez sans doute déjà reconnu, puisqu'il s'agit de... Le plus grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes, le voici. Mais non, pas Sherlock Holmes. C'est un personnage de fiction, inventé à partir d'un tiers du chevalier Auguste Dupin d'Edgar Poe, d'un tiers du docteur écossais Joseph Bell et d'un dernier tiers de gin, car on ne fait pas de bons cocktails sans gin. Comment diable voulez-vous que je le rencontre? Ça n'aurait aucun sens. Pourquoi pas Emma Pell, Humpty Dumpty ou le docteur Wu? Non, franchement, faut réfléchir un peu avant de répondre. Je voulais évoquer son créateur, Arthur Conan Doyle. Je vous accorde cependant qu'à force d'écrire les aventures de son enquêteur fétiche, Doyle a fini par lui emprunter certains traits de caractère. Il aurait été capable, lui aussi, de trouver que le docteur Lenoir avait été tué par le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier, alors que vous étiez seulement en train de sortir la boîte de Cluedo du placard. J'ai été témoin de son talent de déduction dès son arrivée dans l'au-delà. Il a observé minutieusement les lieux et, quelques dizaines de secondes plus tard, me tournant le dos, il a affirmé « Le son de l'horloge est plus grave d'un ton. L'ombre du cerisier projetée dans le hall a 1 heure d'avance sur la position qu'elle devrait avoir par rapport au soleil et je ne sens pas le fumet provenant de la cuisine. Ce n'est pas le manoir de Windlesham, où je ne m'appelle plus Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. » Puis il s'est flegmatiquement retourné, tandis que j'applaudissais. D'un coup d'œil, il a dressé mon portrait. Une silhouette maigre vêtue de noir, une stature olympienne et assurée, tout l'inverse d'un moine de la Chartreuse de Parkminster. Vous devez être la mort. Brillante déduction, monsieur Doyle. C'était enfantin. Étant donné mon âge, j'avais plus de chances de me trouver face à vous plutôt que nez à nez avec une jolie femme. Je n'ai pas relevé cette remarque et lui en fis une en retour tout aussi indéniable. Vous avez perdu votre accent? Votre question m'étonne. Je ne vois pas pourquoi une âme en aurait besoin. Vous êtes perspicace, monsieur Doyle. Personne ne s'en était encore jamais rendu compte. C'est que j'ai une certaine pratique de l'après-vie. Vous savez, ma chère, je suis un fervent adepte du spiritisme. Et en vous rencontrant, je tiens enfin la preuve concrète qu'il existe une vie par-delà la mort. J'esquissai un sourire avant de lui répondre.
Monsieur Doyle, la seule certitude que vous pouvez détenir à présent, c'est qu'il y a une mort après la vie. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais moi-même assisté à de nombreuses séances spirites. C'était même l'une de mes distractions favorites à cette époque. Entendons-nous bien, ce n'était pas pour invoquer des disparus et leur poser des questions. Je fais déjà ça à longueur de temps, ça m'aurait trop rappelé le boulot. Non, je jouais à faire l'esprit, c'était bien plus amusant. Puisque l'au-delà est aussi dépeuplé que les profondeurs du Loch Ness, personne à part moi ne risquait de se manifester. J'ai donc permis à quelques médiums approximatifs, possédant un don pour la simulation et une absence totale de scrupules, ou des extralucides opportunistes, de trouver à qui parler. Les séances reposaient sur 3 ingrédients. Tout d'abord, un mystificateur dont le principal talent consistait à changer de nom et à s'inventer des origines exotiques. Les gitans avaient la cote, mais s'il le fallait, ils pouvaient tout aussi bien venir de Transylvanie, de Shambhala ou de Pétaouchnok. Pas question de s'arrêter à un si petit détail. Le second ingrédient était un individu lambda à l'esprit un peu faible, un cobaye candide ou une bonne poire crédule. Mais une dinde apeurée faisait aussi l'affaire. Enfin, il y avait les intermédiaires qui mettaient en relation les premiers avec les seconds, dans le but d'animer leur salon mondain. Quelques bougies bon marché et de l'encens à l'odeur suspecte achevaient un tableau destiné à soutirer une grosse somme d'argent. Soudain, la voyante plisse les yeux et d'un geste habile retourne ses cartes. Sa voix devient celle d'un vieux lépreux. Et puis c'est là que l'histoire dérape. Écoute ma dose, ça va faire mal. Oublie l'amour puis le rêve nuptial. Ce que les cartes viennent de m'apprendre, c'est dur, c'est noir. Regarde, j'en gronde. J'aime pas dire les mauvaises nouvelles, mais au prix que tu payes, je vais jusqu'au bout. Dans moins d'1 mois, tu seras mort, tu m'appelles. Les cartes l'ont dit, les cartes savent tout. Et si par chance le temps se mettait à l'orage, l'ambiance était à son comble. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. C'est la foudre qui est encore tombée sur le transformateur. Non, c'est un signe. C'est un signe de l'au-delà. Un signe très favorable. Concentrons-nous. Écoutez. C'est Walter qui nous fait savoir qu'il arrive. Attention. Je sens que Walter va se manifester. Mais elle pouvait crever le plafond si j'intervenais pour ajouter un peu de piment, en imitant à mon tour la voix de l'ancêtre questionné. Un froid glacial s'abattait, tandis que je révélais quelques secrets pris directement à la source, c'est-à-dire l'âme même du défunt. Ce qui se traduisait souvent par une valse hésitation chez les intermédiaires, la pâmoison des cobayes et la fuite des médiums qui perdaient soudain leur accent en lançant des jurons en même temps que leurs jambes en avant pour courir plus vite. Bien sûr, il n'était pas question que je détourne Sir Arthur Conan Doyle de cette croyance qui lui avait permis de sortir d'une forte dépression après une série de disparitions familiales. Nous avons parlé longuement, lui et moi, notamment de ses études de médecine et de sa façon d'élaborer les enquêtes de Holmes et Watson. Puis soudain, son regard changea, comme éclairé par la curiosité. Dans Le Chien des Baskerville, l'un des personnages pratique la phrénologie. C'est une science passionnante. Aussi, je me demandais si vous m'autoriseriez à observer votre crâne. Vous êtes plein de surprises, monsieur Doyle. Mais, tant que vous n'y touchez pas, je n'y vois pas d'objection. J'ai repoussé en arrière ma capuche et il s'est mis à tourner autour de moi, les yeux plissés, la moustache frémissante. Il ne s'exprimait plus que par bribes. Oh, cette bosse-là, et ses maxillaires, mâchoire imposante, des orbites oculaires enfoncées. Son verdict fut sans appel. Vous avez le parfait faciès d'un esprit criminel. Je l'ai vu se raviser aussitôt, comme s'il craignait que je prenne ses propos pour une insulte. Pour le rassurer, j'ai voulu faire un bon mot. Élémentaire, mon cher Locke. Doyle avait l'air gêné et m'a répondu par un rictus d'incompréhension. Une fois son âme évanouie, j'ai relu l'intégralité des aventures du détective. Puis j'ai frappé mon front de criminel du plat de ma main, réalisant qu'il n'avait jamais écrit « Élémentaire, mon cher Watson », comme je le pensais. Je comprenais mieux son étonnement devant mon allusion qui a fait un flop. Je pourrais dire l'erreur est humaine, mais ça ne serait pas très juste. Est-ce que vous ne seriez pas en train de déteindre un peu sur moi ?
Toi dont la mer voulait tuer tout de la cave au grenier. Toi dont le père voulait rincer toute la joie, toute la santé. Nous avons eu, mon ange, nous avons eu ensemble 60 enfants des rues, une ribambelle de criminels qui tuent. le temps de s'adorer. Nous nous étions quittés. Je faisais le mort, ma belle, sous des centaines de corps de miel. Le soir s'en balançait. Déjà dans mon ventre, il y avait ton sang qui coulait. Pour un cachou, un caramel, nos gosses sont de petits Machiavel. Il tue le temps au scalpel, joue avec le feu comme à la marelle. Nous avons eu ensemble, nous avons eu, mon ange, 60 enfants des rues, une ribambelle de criminels. Qui es-tu, mon amour, pour Occident du velours? Qui es-tu, mon aimé, pour vouloir m'éliminer? Nous avons eu ensemble une sortie à larmes blanches. Sous les étoiles, mon ange, une petite mort éternelle. Nous nous sommes tus, mon ange, dans la candeur sanglante. Sommes passés dans la rue, à l'acte, une fois de plus. Que reste-t-il de nos rêves? Quelle issue, cruelle issue. Que reste-t-il de nos rêves quand c'est l'amour qui nous tue? Que reste-t-il de nos rêves? Quelle issue, cruelle issue. Que reste-t-il de nos rêves quand c'est l'enfance qu'on nous tue? Descendus, nous descendons un fleuve immense. Disparus, nous disparaissons sans laisser la chance. Au couvret de nos baisers, de tes cheveux sur ma bouche collée. Du mauvais temps, je me rappelle, échouer, nous échouons. Plus fort que notre amour, la neige de notre première saison. Nous avons eu ensemble 1000 fois le corps qui tremble. Des souvenirs à l'appel et une simple oraison. Nous avons eu ensemble, dans la candeur en transe, un destin criminel. Au sonne-glace et moisson, au sonne-glace et moisson, au sonne-glace et moisson.